Nicolas, c'est bizarre, il pratique l'hébertisme comme s'il s'entraînait avec nous depuis 5 ans. Or, c'était la première fois qu'il venait sur le parcours Hébert. Voilà, c'est intéressant, très intéressant déjà cette observation qui a été faite avant même de te connaître, Nicolas. Et puis une deuxième chose peut-être qui est très intéressante aussi, Nicolas, il va vous le dire, il va le détailler, mais il a fait une formation ingénieur chez Airbus. Et puis il est devenu paysan dans le Lot. Voilà, donc ça interroge. Et Nicolas, il s'appelle Nicolas Prader. Et Prade, je ne sais pas en quelle langue, en occitan, Prade, c'est celui qui défriche. C'est la prairie. C'est la prairie, celui qui défriche la prairie. Et il m'a dit, bon, chez Airbus, j'ai essayé de défricher, ça m'a marché. C'est un mille bazar. C'est un mille bazar. Il s'est défriché, c'est un mille bazar. Voilà, et donc le reste, c'est toi qui vas nous l'expliquer. Je te remercie. À toi la parole. Et infiniment merci pour ton témoignage. Merci à toi. Merci de m'avoir invité. Merci à Amaury aussi qui m'a invité. Alors, avant de venir ici, je connaissais pas. Je m'appelle Nicolas. Nicolas, donc Prader. Je suis né à Toulouse. Ça me fait plaisir à chaque fois. Je suis né à Toulouse et je vis dans le Lot. C'est le département où il y a Rocamadour. Et depuis maintenant plus de 20 ans, je suis paysan. Et je vais vous parler donc de ma passion qui est ce travail et du parcours que j'ai suivi pour en arriver là. Alors du coup, quand Amaury m'a demandé de venir, j'ai pas trop compris franchement pourquoi il m'invitait. Pour l'hébertisme et du sport, je ne pratique pas de sport depuis plus de 20 ans. Puisque déjà, je suis au moins 6 heures par jour dehors à faire mon boulot, donc je ne vais pas faire de sport. Je cours jamais. Alors aujourd'hui, ça a chauffé. Je cours jamais. D'ailleurs, les chaussures, mes baskets, c'est les baskets de mon grand-père que j'ai mises, qui m'avait passé il y a 20 ans. Donc, pour dire que je ne les use pas beaucoup. Et donc, je n'ai pas trop compris au début pourquoi il m'a invité. Et en fait, en suivant les 2 conférences de ce matin, il me semble que, en suivant mon parcours, j'ai, entre guillemets, plus ou moins appliqué des valeurs qui sont propres à l'hébertisme, en tout cas prônées par l'hébertisme. Et donc je vais essayer de vous faire ces petits échos que moi j'ai perçus ce matin au fil de la discussion que je vais avoir avec vous. Parce que comme j'ai fait des visites de mon jardin, quand on fait une visite de sa ferme, quand on fait visiter sa ferme, un paysan, il parle forcément, sa ferme est forcément liée à sa personne. Donc quand un paysan vous présentera sa ferme, forcément il vous parlera de lui en fait. Donc j'ai l'habitude de parler de moi, de mon histoire. Et donc je vais essayer de faire ces petits échos que j'ai perçus ce matin par rapport vraiment à l'hébertisme. Et quand je te disais que j'aimerais bien que ça soit un peu interactif, c'est-à-dire que ça sera aussi à vous, si vous le souhaitez, d'intervenir, de me poser des questions pour réorienter en fait ma façon de parler, ma façon de vous raconter cette petite histoire d'une manière qui vous interpelle le plus. C'est dans ce sens-là en fait que je souhaitais que ça soit un peu interactif, si vous le souhaitez. Après, voilà, mais vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. À mes yeux, vous êtes tout à fait légitime en tant que le peuple. Voilà, ça me va. Donc, ce que j'en ai retenu de... J'ai adoré les conférences de ce matin. François Xavier, j'ai retenu 2 choses que j'ai écrites, après le reste, je n'ai pas retenu, même en tout cas pas dans ma tête. C'est les mots passion et les mots humilité. Alors je vous en parlerai plus tard, mais si j'oublie de vous en parler, rappelez-le moi parce que c'est 2 choses qui sont très très importantes pour moi, passion et humilité. Et après, Pierre-Philippe aussi, Pierre, qui a aussi fait une intervention, lui il m'a permis, je pense, de trouver par quel biais je vais commencer en fait ma petite histoire que je vais vous raconter. Parce qu'il a dit que l'hébertisme, c'était être fort pour être utile, pour sauver les autres. Et alors là, en regardant mon parcours, en tout cas jusqu'à présent,
j'ai pas franchement l'impression d'avoir beaucoup œuvré, de m'être beaucoup construit pour sauver les autres. En revanche, il a rajouté « ou se sauver soi-même ». Et je pense qu'une bonne partie de mon parcours, et je vais vous expliquer pourquoi, c'est que j'ai essayé de me sauver moi-même, et peut-être que maintenant, qui me semble en partie m'être, en tout cas, construit et découvert, je commence peut-être maintenant à m'ouvrir aux autres et à essayer de partager quelque chose avec eux pour les aider, comme les aider dans un parcours des versions comme on a fait, voilà. Alors moi je suis donc, j'ai fait des études d'ingénieur, j'ai fait les arts et métiers à Nantes, donc une école jésuite. J'ai été surpris d'entendre le mot jésuite qui revenait si souvent ce matin. Alors bon, mes études, ça se trouve, il y a forcément eu une part de cet enseignement qui s'est retrouvé dans mon parcours de vie. Et j'ai eu donc ces études d'ingénieur 5 ans. Puis j'ai cherché du travail à Toulouse. Forcément, à Toulouse, ingénieur, j'ai trouvé du boulot chez Airbus. Et au bout de 5 ans chez Airbus, ingénieur conception sur ordinateur, à dessiner les avions, enfermé dans un Adgeco, sans voir le soleil, je me suis dit, ça ne va pas. C'est pas pour moi. Et d'autant plus qu'en fait, ce qui m'a gêné chez Airbus, c'est que j'ai trouvé que au sein d'une grande entreprise comme ça, l'humanité était peu présente en fait. C'est parce que c'est pas le moteur essentiel de ces grosses entreprises, c'est pas l'humanité qui ressort le plus au sein des employés. Et donc ce sont deux choses qui m'ont gêné. Et donc j'ai démissionné. Et après avoir démissionné, je me suis demandé ce que j'allais faire. Je suis un peu sanguin. Voilà. Et donc j'ai démissionné, et après je me suis souvenu que ma grand-mère, qui était instite, elle faisait un potager, et j'adorais aller dans son potager. Et donc là, j'ai décidé je me suis dit, ben, tu vas faire un potager, mais en plus grand, puisque tu vas en faire ton métier. Et donc j'ai commencé le métier d'agriculteur, j'ai commencé à aller ramasser les melons et tout. Et j'ai pas voulu faire de formation maraîchage. Et pour la simple et bonne raison que en fait, j'ai quitté Airbus parce qu'il n'y avait pas assez d'humanité et trop de technique. Et donc je me suis dit, mais si tu commences ton boulot et que tu te plonges à fond dans la technique, tu vas la comprendre, il n'y a pas de souci. Le risque, c'est que tu t'éloignes de ce qui est l'essentiel pour toi, c'est l'humanité, c'est le cœur. Et donc je me suis dit, tu ne fais pas de formation maraîchage et tu commences comme toi tu as envie. Et c'est là où ça me fait penser à la phrase que j'ai entendue, être bien dans son corps pour être bien dans son cœur. Alors moi, au milieu de la nature, moi j'ai surtout essayé d'être bien dans mon cœur en fait. Et le corps, je m'en suis servi comme d'un outil. Et c'est à travers tous les apprentissages que j'ai faits que mon corps, il a suivi. Et à travers ce que j'ai fait, ça me permet de faire le parcours comme vous faites là. Et ça, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc j'ai choisi de faire un jardin, de ne pas faire une culture agricole, on va dire, traditionnelle. Mais par rapport à ça, ah ben voilà, on voit le jardin. Alors si tu peux mettre des vues du ciel, il y a un fichier avec marqué vue du ciel, jardin vue du ciel. Au milieu, là. Voilà, mais parallèlement à cette activité agricole, j'ai ressenti le besoin de me construire moi-même. Et pour me construire, voilà, ça c'est la vue aérienne du jardin, telle que je le fais maintenant, depuis 2017. Je garde cette forme extérieure chaque année. Et à l'intérieur, si tu passes les suivantes, qui sont là à la suite, à l'intérieur ça change petit à petit. Je vous expliquerai l'évolution intérieure du jardin, parce que cette évolution intérieure du jardin correspond à une évolution intérieure chez moi. Parce que j'ai essayé de, comme je me suis concentré sur mon cœur, forcément, dans mon travail, j'ai forcément créé des liens. Et mon apprentissage durant au moins 15 ans en maraîchage, je ne me suis pas occupé de la technique, je me suis occupé que du fait de travailler avec du vivant. Parce que les plantes, la nature, c'est vivant, et donc j'ai essayé de créer un lien et une connexion. Et c'est ça qui m'a amené petit à petit à des choses comme ça. Mais parallèlement à ce travail agricole, cette activité agricole, j'ai ressenti le besoin de me construire moi-même
parce que en ayant quitté Airbus, en changeant ma vie de citadin, en changeant tous ces repères, en changeant tout un tas de choses dans ma vie, je sentais que c'était un petit peu bancal, que je ne savais plus où j'étais, je savais plus, je savais même pas qui j'étais moi-même. Donc Lucie, tu as besoin de te construire. Et du coup, ben en fait, inconsciemment, parce que ça c'était inconscient, pour me construire, j'ai construit une maison. Donc j'ai construit une maison, là tu peux mettre le fichier construction si tu veux. J'ai construit une maison en terre-paille. Et quand j'ai décidé de faire ça, ben, je ne savais pas construire des maisons, forcément. Hein, sorti des études, on ne sait pas construire une maison, surtout quand c'est études d'ingénieur chez Airbus pour faire les avions. Mais je me suis dit, ben, tu n'es pas plus bête que l'autre, il te suffit de demander à des gens qui savent. Donc je suis allé voir un charpentier, je lui ai dit comment on fait pour... c'est ma maison en terre-paille. Alors j'ai pas fini les enduits extérieurs, mais bon. Ça c'est une partie des enduits extérieurs. Voilà. Et donc je suis allé voir un charpentier, je lui ai demandé mais comment on fait une charpente. Il m'a expliqué, ben, tu fais une charpente, tu fais comme ça, ben, ça c'est l'intérieur. J'ai mis 9 mois pour tailler la charpente. Une fois qu'on a vu comment c'était, ben, on le fait. Et on demande à quelqu'un, un artisan qui sait, il vous montre comment il faut faire pendant 1 heure, 2 heures, et puis après, ben, il suffit de faire la même chose pendant 9 mois. Et après, la charpente, elle est faite. Et une fois que la charpente, elle est faite, on va voir un maçon qui lui dit comment on fait les fondations. Et le maçon, il t'explique, il te dit, ben voilà, les fondations, tu fais comme ci, comme ça. Des fois, il y en a qui te rayonnent un peu. En te disant, ben, une maison, ça ne se construit pas comme ça. Moi, j'ai envie de la faire, donc je la fais. Donc il m'a montré comment faire les fondations, j'ai fait les fondations, et puis une fois que les fondations étaient faites, j'ai posé la charpente dessus. Puis une fois que la charpente était faite, j'ai mis la toiture dessus. Alors pour la toiture, ben, quand j'ai fait la toiture et tout, ben, c'est là où j'ai appris pour l'hébertisme, ben, monter à une branche, un truc comme ça. Voilà, donc en fait, j'ai pas fait travailler mon corps pour m'aider à être bien dans mon cœur, c'est en voulant être bien dans mon cœur, j'ai dit à mon corps, ben, tu ne vas pas m'empêcher, parce que non, hors de question, hein. Non. Moi, je veux être heureux, moi. Je veux être heureux et je veux être au plus proche de mon cœur. Et désolé, mais j'ai besoin de construire une maison. Donc tu vas apprendre à faire une maison. Et il a appris à faire une maison. Il a appris à faire les gestes. Parce que chaque métier, il y a un geste. Pour faire les taloches, là, il faut avoir un geste. Si tu n'as pas de geste, ben, tu fais tout tomber par terre. Et puis, ben, tu ne peux pas trop le ramasser, parce que tu mets du gravier, et après, ton gravier ne ressemble à rien. Donc c'est un geste, c'est des gestes à prendre, c'est tout. Et le corps, plus tu lui fais travailler, plus il apprend, et plus il apprend, plus il sait faire. Et plus il sait faire, ben, plus quand il y a un nouvel apprentissage, boum, il apprend très très vite. Et une fois ben, que la toiture est faite, ben, il faut faire les murs. Ben, tu fais les murs en paille, puis après tu fais les enduits, puis après il ne faut pas oublier. Alors après, ma formation d'ingénieur m'a vachement aidé quand même, parce que ça m'a permis, quand tu construis une maison, tu fais un chantier comme ça, si tu n'es pas organisé, tu fais tes murs, et après tu dis, mince, punaise, l'électricité, il faut passer les tuyaux de la plomberie et tout. Donc si tu n'es pas organisé, en fait c'est possible, hein, mais tu fais 2 fois plus de boulot, parce que tu fais, tu défais, voilà. Donc ça c'est le côté nord, j'ai fait ce côté nord exprès en premier, parce que c'est celui-là qui est le plus important pour les enduits extérieurs. Et donc en fait, le corps a été juste un outil, et je me suis rendu compte que construire cette maison m'a permis de me sentir beaucoup plus stable, beaucoup plus posé et beaucoup plus serein. Et c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin de construire. Mais parallèlement à ça, le jardin, alors lui c'est quelque chose, c'est totalement différent parce que c'est éphémère. D'autant plus la manière que j'ai choisi d'appliquer, c'est-à-dire que j'essaie de faire, mon objectif, c'est pas faire maraîcher classique, il en faut, hein, très bien qu'il y en ait. Hein. Maraîcher classique, c'est avoir des légumes tout le temps, pour qu'on mange des légumes tout le temps. Heureusement qu'il y en a, parce que moi, les légumes d'hiver, j'en fais pas. Moi, mon objectif, je ne touche pas franchement maraîcher, c'est de faire un jardin joli l'été. Juste l'été, donc c'est vraiment éphémère, sur 2 mois. Et en fait, j'ai besoin de ça, et je me suis rendu compte qu'en fait, ça fait j'ai besoin du pérenne avec les constructions. Et me construire moi-même, me découvrir moi-même.
J'ai besoin de cette partie-là dans ma vie. Et j'ai besoin de l'éphémère, du jardin, de toutes ces fleurs que je mets dans le jardin. Tu peux faire passer défiler les fleurs du jardin, les photos du jardin. C'est un peu emblématique, il y a autant de pieds de fleurs que de pieds de tomates. Et donc j'essaie d'allier l'éphémère et le pérenne. Et pour moi, j'ai besoin de cet équilibre-là. Parce que sans cet équilibre-là, les différentes facettes de ma personne ne s'expriment pas. Alors, vous voyez, là je parle, je me suis un peu éloigné de l'hébertisme. En même temps, quand j'entendais ce matin parler d'hébertisme, je me rends compte que pour arriver à faire ça, j'ai été obligé d'appliquer pas mal de choses qui sont demandées à l'hébertisme, à quelqu'un qui veut pratiquer de l'hébertisme. Alors, j'arriverai pas à y mettre les mots. Si vous voulez les mettre dessus, n'hésitez pas à me le dire et n'hésitez pas à poser des questions. Ce jardin, lui, il m'aide à autre chose. Autant les constructions et la maison m'ont permis de me construire moi-même, autant ce jardin que j'essaie de faire joli l'été, lui, me permet de me découvrir moi-même et d'apprendre à gérer mes émotions. Parce que la construction, c'est très rationnel, c'est très carré, il y a une méthode, c'est hyper technique. Voilà, comme disait aussi Pierre, il y a le côté artistique des choses qui est le côté technique, et après il y a le côté esthétique qui est lié à la sensibilité. Et en fait, il y a un petit peu les deux, et le jardin, lui, il me permet d'écouter ma sensibilité, de gérer mes émotions. Alors mes émotions, ça me sert même à gérer mes émotions passées. Les émotions présentes, et puis les futures, je ne les connais pas. Mais le jardin m'aide même à... Voilà, alors ça aussi, c'est une photo qui a... C'est juste en haut du jardin. Je pars dans tous les sens, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Une photo qui est en haut du jardin. Pareil, vous voyez, là, il y a un terrain de jeu pour les enfants. On ne s'est pas dit, avec mon épouse, on ne s'est pas dit, on va faire un terrain de jeu pour accueillir les gens, comme ça on va faire du tourisme et tout. Non. En fait, on s'est centré sur nous. Nous, qu'est-ce qu'on veut faire une fois qu'on a fait ce jardin? Et mon épouse qui m'a dit, mais tu fais un jardin super joli, mais il n'y a personne qui vient, il n'y a personne qui le voit, c'est quand même dommage. Bon, déjà, pour notre petite fille Lily, j'ai acheté un toboggan, il va falloir que tu le stabilises, parce qu'il ne tenait pas bien. Le toboggan, c'était celui-là. J'étais sur le bon coin, et moi, les gens, c'est vrai, il était dangereux, il ne tenait pas bien. Bon, moi, il me restait du bois de la construction de la maison, j'ai stabilisé. Alors, j'ai fait un truc sur 2 étages, 50 mètres carrés, et du coup, j'ai rajouté un petit mur d'escalade, j'ai mis un bac à sable, et puis l'année d'après, le bac à sable, il était au soleil, je me suis dit, il faut faire une toiture au-dessus du bac à sable, sinon l'hiver, elle va prendre un coup de soleil. Donc en faisant la toiture, je me suis dit, bah, attends, du coup, ça va te faire une tour là, mais tu vas faire un pont suspendu entre les deux. Donc, et en fait, je me suis amusé à faire ça. Donc tu as fait des agrès. Il y a des agrès, je pense qu'il y a pas mal de choses, et puis j'en rajoute chaque année. Ça c'est pas fini. Donc on a fait ça, et du coup, ma fille jouait, du coup, il y avait les copains et les copines de ma fille qui avaient envie de venir, donc ils venaient aussi avec leurs parents. Et du coup, allez, on vous invite, on prend l'apéro en haut du jardin, les enfants y jouent, c'est trop bien. Et au moment où on s'est dit, quand même, on n'a qu'à faire des ventes d'apéro. Parce qu'on essayait de faire venir des gens au jardin, pour faire visiter le jardin, pour partager notre passion de la culture du jardin. Et en fait, les gens, quand tu leur dis venez visiter un potager, en fait, ils s'imaginent un champ de poireaux, quoi. Alors, ou un champ de betteraves. Alors, j'ai rien contre les agriculteurs qui font comme ça, hein, que ce soit bien clair, parce que s'ils ne le font pas, je veux dire, les agriculteurs, on n'est pas assez. Je vous parlais peut-être des agriculteurs tout à l'heure, c'est un habitant. Et donc, les gens ne venaient pas. On s'est dit, attends, on va marquer vente à la ferme apéro, et on va voir ce qui va se passer. Non, mais on n'arrive pas à suivre, on n'arrive pas à suivre, ça fait 2 ans qu'on fait ça. Alors on a passé une formation, on a ouvert un bar en haut, on a une licence restaurant, donc on a ouvert un bar en haut du jardin, et on prépare des plateaux dégustation avec les légumes du jardin et les produits des collègues. Et les parents y viennent, passer un moment tranquille, leurs enfants y jouent sur cette aire de jeu là tranquille, ou des fois ils vont jouer dans le jardin, mais ils ont le droit. Seul truc, c'est pas courir. Voilà. C'est peut-être pour ça que je ne cours jamais. Voilà. En plus, je ne suis pas pressé.
Et donc les enfants ils jouent, les parents ils sont tranquilles, ils prennent l'apéro. Et là, une fois qu'ils sont détendus, ils disent ah finalement on est pas mal ici. Ouais, comment tu fais pousser tes légumes? Et après ils s'intéressent au jardin. Après ils viennent. Et après, et du coup on arrive à faire passer notre passion du jardin et de la nature. Mais ça marche parce qu'on l'a fait pour nous d'abord. Parce que j'adore l'apéro. Vous verrez tout à l'heure. Vous allez voir. On le fait avant tout pour nous. Et encore une fois, c'est le cœur pour être bien dans la nature. Quand je vous disais que le jardin me permet de gérer ma sensibilité, mes émotions et tout ça, quand je suis 6 ou 10 heures dans le jardin, j'ai le temps de... Et ce qui est important pour moi, c'est de donner du sens à mon travail. Et quand, par exemple, là, ça fait 2 mois et demi que je travaille mon sol à la fourche, je le fais chaque année, sur 1500 mètres carrés. Pourquoi tu ne fais pas la machine? La machine ne fait pas le même travail que la fourche. Ça fait pas le même travail. La machine ne respecte pas le sol. Et j'ai envie aussi de connaître le sol, mètre carré après mètre carré. Donc tu es complètement en symbiose avec la nature. Ben, j'essaie de l'être le plus possible. Oui. J'essaie d'être le plus possible parce que je vis au milieu de la nature. Et si je ne la respecte pas, nous, ce qu'on essaie de montrer aussi, le jardin au but du ciel, vous avez vu, c'est en forme, on dit de goutte d'eau ou on dit de cœur. Nous, la goutte d'eau nous a beaucoup parlé parce que ça m'a fait penser à la phrase, à l'histoire qu'a racontait souvent Pierre Rabhi, l'histoire du colibri. Je pense que vous avez entendu l'incendie de forêt, le colibri. Mais j'ai vu, je crois que c'est chez vous justement, j'ai vu une phrase de Mère Teresa qui dit exactement la même chose. C'est faire juste un petit truc, même si ça paraît ridicule, au moins on a fait un petit truc. Et ce qu'on essaie de faire, nous, à travers cette goutte, c'est de montrer que l'être humain, il a tout à fait sa place sur Terre. À partir du moment où on respecte la nature, quand même, c'est quand même la base, on est sur Terre. Et c'est important pour nous parce qu'on entend tellement de choses, surtout à l'heure actuelle. C'est l'homme, il détruit tout, on a flingué la nature, nos enfants, ils vont vivre ça va être horrible, plus 4 degrés, plus ci, plus ça, plus la guerre, plus... Wow. Moi, j'ai envie que ça soit simple, et j'ai des enfants, j'ai envie qu'ils soient heureux. Après, je ne peux pas changer le monde. Je peux m'occuper de ça. Voilà, je m'occupe de ça. Et j'y mets tout mon cœur, j'y mets tout ce que je peux. Mais la nature me le rend au centuple. Il n'y a même pas d'histoire de... C'est-à-dire que par le travail que je fais là-dessus, en fait, je gère mes émotions, mon histoire aussi. Quand je travaille mon sol, je gère mon passé. Et en gérant mon passé, je donne des potentialités pour le futur. Et quand je travaille mon sol, je favorise certaines potentialités qui peuvent peut-être arriver si elles le veulent, si les conditions sont présentes et tout comme une plante. Un exemple que je donne souvent, qui est quand même assez parlant, c'est ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Gérer les mauvaises herbes dans un jardin, c'est comme gérer les pensées qu'on a dans la tête, des fois qu'on n'a pas envie d'avoir, des pensées négatives, des pensées qui font suer, des pensées de tristesse et tout ça. Elles y sont. Bon, c'est à nous de les gérer. Alors il y a plusieurs moyens. Il y a faire l'autruche. Il y a prendre certaines substances pour plus y penser. Voilà, il y a certains moyens. Et si on regarde dans l'agriculture, il y a plusieurs moyens aussi de gérer les mauvaises herbes. Il y a mettre des produits. C'est comme faire l'autruche, c'est pareil. Ou il y a mettre des bâches. Après, il y a essayer de comprendre pourquoi il y a ça, le regarder, l'accepter, essayer de comprendre d'où ça vient, et voir si on peut avoir un levier, nous, pour faire évoluer les choses. Et quand, il y a 2 ans, ouais, voilà, merci Nicolas, il y a 2 ans, non, il y a 3 ans maintenant, j'avais le jardin qui était rempli de chardon.
Et le chardon, en soi, j'ai pas envie de le cultiver, hein, sérieux. Ou alors sous forme d'artichaut, je veux bien. Mais le chardon en lui-même, j'ai pas envie. Puis le désherber, ça fait mal. Et le chardon, pourquoi il est là? Il est là pour décompacter le sol. Pour décompacter le sol en profondeur. Parce que c'est une racine horizontale pour décompacter le sol en profondeur. Et quand on essaie de désherber le chardon, on n'enlève que la tige verticale, mais le dessous, il reste. Donc tant que ce n'est pas décompacté en profondeur, ça ne marchera pas. Le chardon, il va repousser. Alors, la solution que j'ai trouvée, moi, c'est de décompacter en profondeur. Mais si tu fais avec une machine, tu saccages tout. Alors moi, j'ai décidé à la fourche. J'y passe 2 mois et demi. Au moins 5 heures par jour. Au moins. En 2 ans, les chardons ont disparu. Alors, moi, ce qui m'a aidé à faire ça... Activité physique de 3e ordre dans les Bertis. Très intéressant. Peut-être. Ça fait partie du 3e ordre. D'accord. C'est les travaux de terrassement. D'accord. Mais pour moi, le travail de terrassement, c'est un travail que... Ce qui m'a donné le courage et la ténacité de le faire, c'est de savoir qu'en fait, je faisais un travail sur moi. Parce que pendant des années, j'ai essayé de gérer ce qui est en profondeur, c'est notre lointain passé, notre petite enfance, les problèmes des fois qui ne sont pas gérés, des fois de génération en génération qui sont rebalancés sur les nouveaux. Ça, c'est la profondeur. Et c'est la même chose dans le jardin. Et ce qui m'a donné... Alors, pendant des années, j'avais essayé de travailler sur ça, la psychologie et tout ça. Je vais y arriver, je vais m'en sortir et tout. Oh, c'est la galère, c'est violent, c'est dur. Réussi un petit peu, mais pas franchement. Et en fait, en faisant ce travail de profondeur dans le sol, je me suis dit, dis Nicolas, c'est la même chose que travailler sur toi en profondeur. Alors, essaie pas de comprendre pourquoi, essaie pas de comprendre ce qui s'est passé, comment tu gères en fait ton truc, mais toi-même tu crées le lien entre ce travail que tu fais sur le sol et c'est le même que tu fais sur toi. Et alors, pourquoi, je sais pas, mais en faisant ce travail sur le sol, je me rends compte que ça me l'a fait sur moi aussi. Très bien, je suis débarrassé des chardons. Après, on n'est jamais débarrassé de tout, là, maintenant je dois gérer le liseron, c'est une autre affaire. Mais c'est parce que je savais que je le faisais sur moi, je pense, que j'ai eu la ténacité de le faire aussi longtemps. Parce que tous mes collègues disent, mais t'es barjou, t'es un taré de faire tout ça. Tu feras une machine et ça ira beaucoup plus vite. Mais la machine, elle ne le fera pas. Et si on regarde le jardin avec cette forme, quand je dis que c'est pour... alors c'est a posteriori, hein, ça que je m'en suis rendu compte, c'est pas directement, hein, mais... que c'est pour gérer ma sensibilité et mes émotions. Quand j'ai décidé de le faire avec cette forme-là, le potager, comme je le faisais avant, j'ai essayé de le faire joli aussi, mais c'était le potager classique, rectangulaire, des lignes, parce que c'est plus pratique, parce que tout à fait dire, c'est plus tu gagnes du temps, c'est comme ça que les maraîchers travaillent, je le comprends très bien, pas de souci. Et c'est comme ça que je faisais. Et du coup, quand j'ai décidé de faire comme ça, avec une forme rigolote, et qui m'a fait penser à la goutte, donc ça commence à faire le travail, mais regardez, je faisais que des lignes. Parce que j'étais en transition. On va passer de mon côté hyper cartésien, hyper carré, à un côté où on va commencer à laisser un petit peu de place à l'art. Un petit peu de place à la sensibilité, un petit peu de place à... Maintenant que tu as réussi à gérer un petit peu certaines émotions, tu peux en laisser sortir d'autres. Voilà, sans forcément exploser. Le but, c'est pas d'exploser. Hein. Parce que ça a peut-être un peu tendance à faire avant, on va dire. Mais en apprenant à gérer ses émotions, c'est parce que je me suis construit à travers la construction de la maison que je me sens plus stable. Et du coup, je me suis dit, allez, vas-y. Tu vas commencer à t'amuser et à laisser aller ta sensibilité. Donc j'ai commencé cette année, c'est comme ça. Et si tu mets les années d'après, après je me suis dit, pourquoi faire des lignes? Allez, vas-y. Tout était un zigouzi. Tout. Il n'y avait plus une ligne droite, que des spirales, des trucs comme ça. L'année d'après, ça a été pareil encore. Allez, vas-y. Alors, c'était super joli et tout. Ça devenait de plus en plus compliqué, de plus en plus long à la ramasser, mais j'étais prêt à ça. Et puis après, j'ai commencé à me dire, mais
tu fais ça pour que ça soit joli, et finalement, regarde, au bout d'un moment, alors c'est joli, mais en fait, plus tu mets de formes, s'il n'y a que des formes comme ça, au bout d'un moment, tu ne vois plus rien. Les formes ne ressortent plus. Et donc j'ai commencé à me dire, ah, mais tu vas peut-être pas faire que des zigousis, tu peux mettre celle d'après, c'est même encore après. C'est quoi, c'est quoi l'année dernière que j'ai fait ça? Ça c'était il y a 2 ans, quand il n'a plus beaucoup. Donc c'était tout vert partout. Et l'année dernière, en 2022, non, après, et là j'ai commencé à me dire, mais tiens, tu vas peut-être faire un mélange des deux. Tu vas garder ton esprit un peu carré, un petit peu cartésien, tout en gardant ton côté un peu artistique et esthétiquement, tu arriveras peut-être à faire quelque chose d'encore plus joli. Et là, on a essayé de faire un soleil. On s'est dit, on a essayé de faire un soleil avec la goutte d'eau. Le soleil et l'eau au sein d'un jardin, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors, ce qu'il y a de rigolo, c'est que cette évolution-là du jardin, elle s'est faite en même temps où j'ai commencé à accepter de regarder la technique dans le maraîchage. Parce que jusqu'à présent, comme je vous l'ai dit, je ne m'occupais que de la relation que je pouvais avoir avec la nature et avec le vivant. Et en laissant tomber la technique. Parce que je ne voulais surtout pas tomber dans... si on se plonge que dans la technique, le risque c'est de faire pousser les plantes dans l'eau en disant, voilà, elles ont besoin de tant d'unités, azote, phosphore, potassium. La plante, elle a tout ce qu'il faut, donc ben, forcément, c'est bien, c'est bon. Sauf que ce que les Français ont compris, c'est que le vin, le goût du vin venait du terroir. Ils ne l'ont pas encore compris pour les légumes. Mais ça va venir. Hein. Ça va venir, forcément. Donc un légume qui pousse dans l'eau ne peut pas avoir de goût. C'est pas possible. Donc c'est le terroir qui donne du goût. Une tomate qui pousse dans le Causse n'aura pas le même goût qu'une tomate qui pousse dans le sable, ou en Bretagne, ou n'importe où. Ça dépend du sol. Et donc j'ai commencé à accepter de regarder la technique. Et là, à nouveau, maintenant, j'accepte ce côté technique me régale maintenant à nouveau. Je suis très content de le faire parce que je n'oublie pas l'essentiel, c'est que c'est vivant. Alors maintenant, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'en combinant cette relation que j'ai essayé de créer avec le naturel dans mon jardin, j'ai combiné maintenant la technique et avec les études que j'ai faites, en fait ça m'amuse, c'est un jeu d'essayer de regarder les quantités de matière organique, comment est-ce que je peux les améliorer, comment est-ce que je peux amender mon sol pour qu'il soit encore plus riche, pour qu'il ait une structure encore mieux. Et les résultats, c'est un régal. En 4 ans, j'ai multiplié par 2 ma quantité de matière organique. Le sol, ça commence à être de la semoule, c'est trop bien. Et si je fais ça, alors il y a un mot qui est vachement à la mode à l'heure actuelle, c'est la permaculture. Je ne fais pas ça pour faire la permaculture et pour avoir l'étiquette permaculture. Hein. Ça ne m'intéresse pas, les étiquettes. En revanche, comme c'est un métier qui est quand même assez fatigant, j'ai quand même envie de le faire longtemps. Et pour pouvoir le faire longtemps, il faut que je prévoie que dans 10 ans, j'aurai moins de force. Et donc si je peux arriver à faire en sorte d'avoir un sol suffisamment riche et bien structuré pour que dans 10 ans, je n'ai pas déjà tout ce travail du sol à faire, mais peut-être que j'arriverai à le faire 5 ans de plus encore. Et donc forcément, un des objectifs, c'est d'aller vers la permaculture. Mais la permaculture, comme disent certains, ouais, moi je trouve qu'il n'y a pas de travail du sol, il ne faut pas toucher le sol parce que sinon tu ne respectes pas le sol. C'est pas aussi simple que ça, quoi. Et puis si des générations de paysans ont travaillé le sol, il ne faut pas les prendre pour des imbéciles non plus. Si ce n'était pas utile, ils ne l'auraient pas fait, quoi. Donc c'est un peu, je trouve, leur manquer de respect, quoi. C'est hyper intéressant, mais après, voilà, techniquement, voilà, il y a un certain rapport entre la matière organique et la quantité d'argile. Il faut arriver à un certain pourcentage. Résultat, bon, il faudrait que j'arrive à 13% de matière organique, en gros. Voilà, je suis à peu près à 9, je suis très content, mais j'ai encore du boulot. Mais c'est pas grave, j'ai le temps encore. Hein. Quand on est paysan, la notion du temps, c'est... Si on n'accepte pas qu'on fait du travail qui va porter ses fruits peut-être dans 5 ou 10 ans, ou même peut-être à la génération d'après, mais autant pas le faire, quoi. Donc c'est un autre rythme que quand j'étais chez Airbus, hein. C'est sûr. Hein. Après, si vous avez des questions par rapport au jardin... Je ne peux pas m'empêcher de poser une question, parce que tu me parles, parce que là, tu
Tu m'as halluciné. Je dis, je ne peux pas m'empêcher de me lever et de parler de certaines choses avec l'hébertisme, parce que là, je peux te dire que tu es un sacré hébertiste. Il n'y a absolument pas faute aussi, si je suis crédible pour dire qui est hébertiste, je ne sais pas. En tout cas, personnellement, je peux te dire, tu es vraiment dans l'esprit d'Hébert. Et je vais donner 2 ou 3 choses que vous pourrez aller consulter pour vérifier. Un grand philosophe qu'on appelle le philosophe paysan. C'est un philosophe qui a notamment repris les derniers écrits de Simone Veil avec un W, et sous un intitulé d'un livre qui s'appelle La pesanteur et la grâce. Il s'appelle Simone Veil, c'est elle qui avait fait ses écrits, mais lui les a compilés et ça a nourri toute sa chaire de philosophie. Il s'appelle Gustave Thibon et on l'appelait le philosophe paysan. Et j'ai retrouvé dans ta manière de parler et ton expérience, cette expérience de vie intérieure, en lien avec le cosmos et avec Dieu. Et deuxième philosophe intéressant, parce que tu en as parlé au tout début, qui peut relier avec tes travaux, parce qu'il a fait la même expérience que toi. Il s'appelle Arthur Lockman, il a écrit un livre qui s'appelle La vie solide, où la construction du bois comme éthique du fer. C'est qu'à travers le travail du bois pour faire des charpentes, l'observation du bois, des bois, de l'arbre jusqu'à la planche, à la poutre, il vit cette même expérience que toi avec la nature et ton jardin. Et enfin, en fait, Georges Hébert avait aussi toute une partie qui s'appelait les champs débats. On en a beaucoup parlé avec Arthur et Amaury. Ça fait partie d'un projet qu'on a avec les jeunes au niveau du pôle de développement du Centre Hébert, qui correspond à ton expérience ici. Les champs débats, ils voulaient qu'on construise des champs où les gens viendraient s'ébattre. C'est ton jardin. C'est ce que tu as fait avec des émotions. C'est ce que tu as fait avec ta construction dans ton jardin. C'est ce que tu vis. C'est un champ débat. C'est exactement la démarche. Et à travers ce champ débat, de proche en proche, il y a les questions qui sont posées sur l'expérience vécue, à partir de l'expérience vécue. L'arrêté philosophique de François Xavier, le vécu, arrêté en grec. Et enfin, dernière chose, et ça c'est quelque chose que personne ne sait sauf Amaury et Arthur, puisque c'est un travail du pôle de développement du Centre Hébert qui est, je vais me permettre d'en parler là, parce que les émotions sont trop fortes pour le garder. On a un projet, un rêve. Le Centre Hébert c'est un rêve, hein. C'est un rêve très réaliste, comme ton rêve, c'est la goutte d'eau, c'est pareil. C'est ce qu'on a vécu avec Bénédicte et on a transmis comme on pouvait, et que les jeunes portent aussi, qu'Amaury et Arthur portent vraiment avec tous les jeunes bénévoles derrière nous. Il s'appelle Eden, École d'éducation naturelle. C'est ça, développer. Plus qu'un jardin, une école de vie. C'est sa devise. Donc vous avez l'illustration de ce qu'on porte au cœur hébertiste, vraiment. Dire la concrétisation de ce qu'ont raconté Pierre ce matin et François Xavier dans une expérience vécue, la tienne. C'est un sacré témoignage et franchement je pense qu'on peut l'applaudir. Arthur Lockman, c'est l'éthique du bois comme éthique du fer. Faire défaillir le fer. J'envoie une partie de vos applaudissements aussi à ma compagne qui est restée dans le Lot, qui s'occupe des brebis qui ont mis bas. Il y en a une qui a mis bas aujourd'hui de tout petit encore. Voilà, donc c'est juste les débuts des mises bas. Donc un coucou à Anne-Laure que j'ai rencontré au moment où j'étais en train de construire ma maison et qui m'a permis de développer tout ce côté du jardin et de m'ouvrir au monde extérieur et de m'ouvrir aux autres. Et donc je la remercie beaucoup. Elle est participativement alors pas dans la partie du jardin. Elle s'occupe d'une ferme. C'est le métier le plus complet qui existe au monde, le métier paysan. Ah, ça me fait penser à... Merci. Ça me fait penser aux 2 mots qu'a prononcé François Xavier, la passion et l'humilité. La passion, je pense que vous devez la ressentir. Le métier de paysan, c'est un métier passionnant. C'est un régal. Pour moi, c'est le métier le plus complet qui existe au monde. Il faut savoir tout faire. Parce qu'il faut savoir
C'est un travail physique, c'est un travail long, quotidien, mais il faut savoir, c'est comme une entreprise, c'est comme si on était chef d'entreprise. Il faut faire la commercialisation, il faut faire la communication, il faut faire la comptabilité, il faut faire les réparations, il faut tout faire. C'est le métier le plus complet. Et il y a une semaine, j'étais dans le collège qui est près de chez nous, et je leur parlais, c'était la découverte des métiers, et je leur ai dit, mais c'est un métier magnifique qui a été dénigré, parce qu'il fallait, pour certaines raisons, entre autres, qu'il fallait envoyer tous les gens à la ville. Mais c'est un métier qui développe l'autonomie. Regardez l'autonomie, là c'est les clapiers, le poulailler. Alors je peux vous dire que le confinement, moi, j'ai rien vu du tout, aucune différence. Quand il a commencé à être question que les supermarchés, il y ait avoir des pénuries, je m'en fous, moi j'ai poule, lapin, j'ai les œufs, j'ai les légumes, j'ai la viande, et tout ce que j'ai pas, c'est les collègues qui sont juste à côté qui l'ont. Donc ça développe une autonomie qui est vraiment, qui est très rassurante, très apaisante, surtout dans le monde dans lequel on est, où ça va trop vite. Et la solidarité. Alors la solidarité, c'est une partie qui est très présente dans les vertiges, je ne suis plus m'en rendre compte lors des parcours. Et c'est vrai que jusqu'à présent, moi, j'étais quand même assez solitaire, hein, donc j'ai fait beaucoup tout seul. Et je me rends compte que, en fait, je ne pouvais pas aller vers les autres tant que j'étais pas bien clair en moi. Tant que j'étais pas bien avec moi, dans ce corps-là, présent sur cette terre. Et du coup, je pense que la solidarité, je commence, et l'ouverture aux autres, je commence à le faire en étant, notamment ici, en étant la semaine dernière au collège pour parler du métier de paysan, en accueillant les vacanciers dans le jardin, en accueillant des stagiaires et tout ça. Je pense que c'est ma façon de... moi, j'aime pas faire la morale, je préfère montrer ce que je fais. Alors, du coup, ça me fait penser à l'humilité dont parlait François-Xavier, l'humilité selon Saint-Benoît, avec une corde et 12 perles apparemment. Je suis très fier de ce que je fais, parce que j'adore ce métier, c'est ma passion, je me régale. À des moments, forcément, lui, Nicolas, n'oublie pas l'humilité. Et en fait, l'humilité, c'est la nature qui, de toute façon, elle me la ramène, l'humilité. Si je ne l'ai pas, si on ne l'a pas, on se prend en gros une claque directe, quoi. Si on n'a pas l'humilité, le jardin l'année d'après, il ressemble à rien. Et l'humilité, ben, c'est d'y aller tous les jours. C'est de faire le boulot tous les jours. Et c'est de se coller une tâche, mais par exemple, en bas du champ, là, ici, il y a plein de cailloux. Ben, je ramasse les cailloux. Je ramasse les cailloux. Et pour l'instant, je vois quasiment aucune différence. Dès que je gratouille le sol, il y en a autant. Si je fais ça pendant 15 ans, les suivants, je pourrais peut-être mettre des carottes. Peut-être. Mais voilà, l'humilité, moi, la nature me ramène à l'humilité tous les jours. Et ça me va très bien. Après, voilà. J'espère. Merci, les facteurs temps, là, 15 ans, ouais, ça peut faire drôle, là, des jeunes. Dans 15 ans, peut-être que quand on aura ramassé les cailloux, tu pourras cultiver les terres. Ben. Oui, mais s'il n'y a pas un couillon qui commence. Oui, ben oui. Et pourquoi on dit, pourquoi on a paysan, c'est celui qui façonne le pays. S'il n'y a pas eu des générations et des générations de personnes qui ont ramassé les cailloux de ce champ pour en faire des... Nous, on a des murets partout dans notre coin, parce que c'était un champ de cailloux, le COS. Ils ont ramassé des cailloux, ils en ont fait des murets, c'est super joli, c'est magnifique. Mais tous les vacanciers qui sont là, oh, c'est beau tous ces cailloux. Mais s'il n'y avait pas eu des générations de gens qui ont ramassé ces cailloux, déjà ça ne serait pas joli. Et en plus, ben, ça serait pas joli, ça serait joli, mais différemment. Mais en plus, on ne pourrait pas cultiver comme ça. D'ailleurs, c'est marrant parce que tu parlais du dos. Moi, je me rappelle d'une conférence faite en formation de cadre par un gars pourtant qui était avocat, mais qui racontait comment un paysan, il montrait une image d'un champ, et comment le paysan racontait son champ, comment il avait cultivé la terre, et comment il avait façonné la terre, pour que quand il se mettait là, il puisse voir que c'était beau. Pourquoi il avait laissé un arbre ici, pourquoi, etc. Tu vois ce que tu racontes là. Les paysans qui façonnent le paysage.
Et ça vient trancher très clairement avec ce que tu disais, les écologistes prophètes de malheur, etc., qui sont sur du négatif systématique. Mais, ouais, il y a... Ah oui, je vous parlerai de ça aussi, ouais. Moi, alors, je suis en bio, je suis pas pour la mécanique à fond, les produits. Bon, après, je respecte totalement mes collègues agricoles, qui sont agriculteurs et qui ont ces pratiques-là, parce qu'il faut quand même se rendre compte qu'il y a plus que 5% des paysans agriculteurs en France qui font manger 95% des gens. Donc, c'est un peu facile. Alors, même si je suis d'accord, si je comprends, fait dire il faut calmer le jeu sur les engrais et tout ça, c'est pas bon, c'est sûr que ça crée les... Ok, avant de dire ça, il faut trouver une solution parce que si tous ces peu d'agriculteurs arrêtent tous les produits et tout ça, ça va être difficile de faire manger tout le monde. Il faut plus de paysans. Hein? Donc c'est bien beau de leur dire ouais mais arrêtez tout ça, mais comment tu peux t'occuper d'une ferme? Parce que comme il n'y a plus de paysans, mais les fermes elles grossissent. Comment tu peux t'occuper de 300 hectares si tu n'utilises pas de produits? Donc c'est bien beau quand il y a les bobos écolos qui disent arrêtez les produits et tout ça. Moi je veux bien, mais envoyer du monde à la campagne alors. Parce que sinon c'est pas possible. Et après, le métier de paysan, c'est magnifique. C'est génial. Alors, moi j'ai choisi une ferme où on n'est que deux, donc évidemment il n'y a pas de vacances et tout ça, mais je m'en fous. Parce que moi perso, les vacances, là je prends 2 jours, alors, je me régale, c'est très agréable, mais il va me tarder très vite de retourner dans ma ferme. Parce que je suis bien dans ma ferme. Donc moi c'est un choix de ne pas avoir de vacances, ça me va très bien. Et puis, comme j'étais ingénieur et travaillais en entreprise, j'ai pas à me dire, je me dis pas comme certains fils d'agriculteurs, c'est bon, ça doit être génial d'être en entreprise, imagine t'as les vacances, t'es bien payé et tout ça. Ouais mais non, il y a des contraintes hein, en entreprise. Oui, tu gagnes plus, oui t'as les vacances et tout ça, mais t'es pressé comme un citron, t'es souvent traité comme 3 fois rien, on te prend comme un pion et tout, enfin je veux dire, c'est pas si simple que ça, t'as les embouteillages, t'as ci, t'as... Bon, de dire il y a des contraintes partout, quoi. Faut pas regarder que ce qui est bien. Hein. Et donc en fait, moi j'ai pas du tout cet imaginaire de oh là, c'est nul l'agriculteur, c'est 100 fois mieux l'entreprise. Non, 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 c'est pas vrai. Et après, il y a plein de, pour les jeunes qui veulent s'installer, il y a plein de modèles qui sont en train de se créer, de se monter par les jeunes. Il y a plein de façons de s'installer. Ce qui est très dur, c'est une personne qui veut reprendre une ferme. Maintenant, ça j'avoue, c'est très dur, voire impossible, parce qu'une ferme, c'est tellement de matériel, tellement d'investissement, tellement de tout ça, que le jeune, s'il veut commencer, il est endetté pendant plusieurs générations. Donc ça va poser un problème si on veut remplacer juste personne à personne. Seulement, il y a plein de nouveaux modèles qui existent, des modèles où c'est plusieurs, il y en a pas mal qui se font maintenant, c'est plusieurs personnes, plusieurs couples qui se mettent ensemble, qui font une ferme. Ils reprennent l'essentiel des bâtiments ensemble, comme ça ils prennent moins de risques. Et en plus, en étant à plusieurs, il y a une entraide entre les différents ateliers. Ça leur permet d'avoir des vacances s'ils veulent en avoir. Donc de garder un rythme aussi où on ne se sent pas, bon, je suis complètement à l'écart de la société. Bon, des fois ça me va. Mais bon, après c'est mon truc. Mais ça permet voilà, de minimiser les contraintes. Et en plus, en se mettant à plusieurs, ça permet d'avoir certains qui font du pain, certains qui font des légumes, certains qui font de la viande, certains qui font du fromage. Et comme les gens qui sont en ville, eh bien, ils n'ont pas le temps d'aller... C'est bien beau aussi de leur dire « Ouais, mais circuit court, arrêtez le supermarché. » Ouais, mais attends, t'es gentil, moi j'ai pas le temps. Hein. Parce qu'ils ont plein de trucs à faire, les gens qui sont au boulot en ville. Ils n'ont pas le temps d'aller passer 3 quarts d'heure. C'est sympa, hein, mais pour aller discuter avec l'agriculteur pour acheter du fromage, puis 3 quarts d'heure pour acheter le pain, déjà 1h30, t'as bouffé tout le fromage en plus entre temps. Donc bon, merde, maintenant je vais manger le pain. C'est pas facile, alors que si on fait des fermes comme ça qui se développent de plus en plus, ben, ça favorise aussi le circuit court. Il faut simplifier les choses aussi pour les gens de la ville. Tout comme il faut arrêter de dire aux paysans tout le temps autrement, il faut bio, respecter la nature et tout ça, mais il ne faut pas dire aussi aux gens qui sont en ville ouais, circuit court, circuit court. En fait, on ne fait que taper sur la gueule des gens et on ne leur propose rien qui est raisonnable et qui est faisable
en fait, on ne fait que parler que des problèmes. On parle que des problèmes, c'est nul. Moi, je préfère qu'on parle de tout ce qui est joli, de tout ce qui est bien. Et ça, ah merci, non, c'est elle qui m'encourage à ça tout le temps, et elle a bien raison. Alors, une petite anecdote dont me parlait Nicolas, c'est... oui, alors il faut que j'aille fasse vite. Bon, il y a plein d'anecdotes, on pourra en reparler tout à l'heure si vous voulez, ça me passionne ce métier, je pourrais en parler pendant des heures. Ce que je construis, je me régale. Les constructions évoluent aussi. Avant, je faisais tout, j'achetais mon bois à la scierie, je faisais mes constructions. Maintenant, quand je vais dans mes bois, je vois un arbre mort, je fais « Ah ouais, attends, t'es mort, bon. Alors, comment t'es foutu? Ah, toi, tu vas faire un super poteau. » Alors, je prends l'arbre qui est comme ça, avec la branche qui démarre comme ça. Et une construction, il faut faire des triangles pour que ça tienne. Si tu fais juste un poteau comme ça bouge, c'est pas bien. Si tu fais un triangle, ça ne bouge pas. Donc le but du jeu, c'est de trouver un arbre qui est droit, avec une branche qui part sur le côté. Comme ça, ça me fait directement un triangle. Et donc j'ai plus que les chevrons du dessus à acheter, pour avoir un toit à peu près plat, parce que c'est plus pratique quand même. Mais, et les constructions sont de plus en plus jolies en plus. J'achète de moins en moins de choses. Et puis... c'est un problème, ça. Et c'est le problème de l'hébertisme. C'est le problème de ce que tu dis, c'est l'hébertisme. C'est que ça... Il n'y a pas besoin de matériel et de business. C'est sobriété, on en a parlé ce matin. Sobriété, voilà, c'est ça. Mais la sobriété, c'est pas retourner à l'âge de pierre. Hein. Non. Moi, j'ai une vie, entre guillemets, très sobre, jusqu'à 19h. Non, j'ai une vie très sobre, mais je m'en de rien. Ma maison en paille, c'est un régal. Pour me chauffer cet hiver, j'ai consommé 3 stères de bois. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, mais ceux qui ont une maison, c'est autour de 15 stères qu'ils utilisent. Et moi, j'ai jamais eu... alors, il fait, au plus froid, il fait 17-18 le matin. Je mets un petit peu de chauffage. En une demi-heure, il fait 19. C'est un poêle à bois. Donc le bois, je ne le paie pas. La nourriture, je ne la paie quasiment pas. On a installé des panneaux solaires avec un copain qui m'a trouvé des panneaux solaires d'occasion. L'électricité, on la gratos la journée. La viande, j'en ai pratiquement pas. Les vacances, j'ai pas en payé. Donc de dire, alors oui, j'ai... T'achètes des BD. Ah ouais, je suis fanat de BD. Ouais. Oui, j'ai des BD, mais que sur le Bon Coin. Voilà, c'est limaces. Ah oui, les limaces. Ben, les limaces, c'est... En fait, je lui demandais une anecdote, comment il travaille, parce voilà. que ça m'a beaucoup plu ça. Ben, c'est pour montrer que j'essaie de vivre le plus j'essaie de comprendre là où je vis et quel est l'intérêt de tout ça. Par exemple, les limaces, on dit les limaces pour un maraîcher, c'est la galère. Mais moi, c'est mon meilleur auxiliaire, les limaces. Les limaces, j'en ai plein et je suis très content et même je les nourris. En fait, les limaces, à quel moment elles embêtent le maraîcher? C'est quand le maraîcher il sort son plant de la serre et il le met en pleine terre. Et là, le plant, comme il passe d'un endroit où il a super conditions à un endroit où il fait plus froid et tout ça, il est fragilisé. Comme il est fragile, c'est pour ça que la limace l'attaque. La limace ne va pas se casser la tête, elle n'est pas bête. Elle mange que ce qui est fragilisé ou qui est déjà mort. Et pourquoi elle fait ça? Parce que c'est plus facile à elle, pour elle de digérer. Donc si mon plant il est fragile, mais ça c'est par l'observation que j'ai vu ça, mais en fait il suffit, au moment où je sors mes plants de la serre, mais pendant 3 semaines je donne à manger à mes limaces, je coupe de l'herbe fraîche, je jette de l'herbe fraîche comme ça autour de mes plants. L'herbe fraîche elle est encore plus fragile que mes plants puisqu'elle est morte déjà. Donc la limace elle va manger ça. Et donc la limace elle mange ça. Et au bout de 15 jours, 3 semaines, mon plant il a commencé à faire un signe, il s'est renforcé, et la limace elle ne mange plus. Et là je mets ça de paille pour protéger mon sol, pour garder l'eau. Et la limace qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien elle mange la paille. Et elle me la transforme en humus pour l'année d'après. Et sur les 6000 plants que j'ai mis, j'en ai peut-être perdu 3 ou 4. Alors que je connais des personnes qui ont un jardin, ils font 60 plants, il y a la moitié qui sont bouffés par les limaces. Parce que oui, ils plantent leurs plants, mais ils ne le donnent pas à manger. Ben, la limace, il faut bien qu'elle bouffe. Et si tu tues la limace, eh bien en fait, toute la paille que je mets, l'année d'après, il y restera. Et donc il faudra que je l'enlève.
pour pouvoir travailler mon sol en surface. Donc en fait, les limaces, c'est elles qui... J'y mets du fumier de limaces, moi, dans mon jardin. Et ça marche du top. Et en plus, les limaces, après, on ne va pas rentrer trop dans les détails, mais ça dissémine les spores des champignons, les champignons qui aident aussi à digérer, tout ça. Enfin, voilà, il y a tout qui se met en place. Mais c'est juste en observant et en se disant, mais ouais, je ne vais pas faire le bulldozer, je vais essayer de comprendre ce qui se passe quoi, dans la nature. Si la limace elle est là, c'est pas pour me faire chier au départ. Quoi. Elle est là parce qu'elle a un sens. C'est à moi de m'adapter aussi. Et d'adapter ma façon de travailler. On va faire pause. Voilà. Je vous remercie. Voilà.